Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une belle review sur cette superbe Flashforge Aventureur 5M Pro. Alors, je vous cache pas que j'ai été clairement conquis. Avant tout, si tu veux en savoir plus sur l'impression 3D, sur les différentes imprimantes et reviews que je teste, sur les petits trucs et astuces, réglages autant slicer que sur Fusion 360, que sur vos imprimantes, sur des tutos techniques, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer la première partie, l'interface machine, qu'on va aller voir ensemble les différentes options qu'il y a et déjà ce que j'ai pu imprimer avec. Alors, l'allumage de l'imprimante, on a un switch à l'arrière de l'imprimante et le petit bouton en façade qui permet de garder l'imprimante en veille ou quand elle se met en veille automatiquement. Ça, c'est une petite option qui est pas mal. On garde un ventilo qui doit être sur l'alimentation, qui tourne un peu, donc moi je l'éteins au switch quand même. Mais quand une impression est en cours et qui se finit à 2 heures du matin, une fois que l'imprimante a refroidi, elle se met en veille et donc on a l'écran qui est éteint. Voilà le petit bip bip de la Game Boy. Petit truc que j'aime bien. Moi je trouve ça sympa d'avoir cette petite animation au démarrage. Donc voilà, là on a la petite image d'initialisation qui arrive avant d'arriver sur la page, on va dire de bord, la page principale. En premier lieu, je vais vous montrer donc l'icône qui est ici. Donc déjà, bon, l'icône qui est en bas, j'ai toujours pas compris ce que c'est. On peut pas rentrer dedans. Ici, on a le marche-arrêt de la lumière intérieure. Ici, on a les paramètres généraux avec le nom, la dimension, la version du microprogramme qui est à l'intérieur, et vous pouvez voir ici les 448 heures d'impression et les plus de 3 km d'impression de filament que j'ai déjà réalisé avec cette machine. Donc autant vous dire que je l'ai vraiment testé de fond en comble. À part des filaments très techniques, j'ai imprimé du PLA très basique qui a pris des vitesses et des débits volumiques assez impressionnants. J'ai testé énormément de PETG avec l'impression du Concorde qui arrivera bientôt, un Concorde de 2,20 m. J'ai imprimé du TBU aussi, qui est sorti super propre, hein, une coque de téléphone. Je l'ai passé en short. J'essaierai de vous mettre un petit lien ou une petite vidéo en parallèle de celle-ci. Et c'est tout pour les principales grosses impressions. J'ai imprimé un petit bout d'ASA et un petit bout d'ABS aussi, mais je les ai pas filmés parce que c'était des toutes petites pièces. Donc voilà, autant c'est ça, c'est pour vous montrer qu'elle a été très bien testée. En tout cas, c'est pas une review faite entre guillemets à l'arrache. Vraiment, je prends soin de tester au maximum des machines pour vous donner un avis très concret. Donc ici, la petite maison qui est la page d'accueil. Dessous, la page d'impression avec les différents coloris en fonction des différentes matières dans lesquelles on a enregistré dans le slicer. Ici, c'est la mémoire interne et ici, c'est la mémoire externe quand on rajoute la clé USB pour transférer les fichiers. Petit défaut, fichier qui pourrait être transmissible via Wi-Fi, mais ceci ne marche qu'avec FlashPrint. Moi, j'ai voulu utiliser Orca Slicer parce que c'est un slicer que je voulais tester, mais c'est une chose qui sera, j'espère, une des prochaines mises à jour où on pourra avoir accès à la connectivité à distance avec d'autres slicers. Ça, c'est un petit point négatif, et après, ça nous permet de naviguer de haut en bas ici. Attention, quand vous copiez beaucoup de fichiers, il y a une mémoire interne, tout ce stock donc dans l'imprimante. On a 8 Go, là il me reste 5 Go de place. Moi je sais que j'efface régulièrement mes fichiers une fois que je les ai finis. Pof, je les supprime. Ça permet d'éviter d'encombrer la mémoire. Ici c'est la partie chargement de filament. Donc une fois que l'impression est chaude, il nous explique la manipulation. Donc moi j'utilise toujours cette touche là.
la deuxième icône qui est ici, c'est censé être faire le changement de bobine, mais vu qu'on n'a pas de reverse, de marche arrière, on va dire, de l'extrudeur, on coupe à l'entrée de l'extrudeur et on vient insérer le nouveau filament. Je vais vous montrer la manipulation. Cette page n'a clairement aucun intérêt parce que ça fait exactement la même chose qu'ici. Dans les onglets paramètres, on a le home, le déverrouillage des moteurs et après les déplacements manuels gauche-droite, avant-arrière, donc en X et Y de la tête, et le plateau pour le Z en 10 mm, 50 mm et 100 mm. Il manquerait une petite précision d'avoir du dixième ou du centième et du millimètre. Bon, c'est pas quelque chose de très très utile tous les jours non plus. La connexion Wi-Fi que je vous montre pas parce que bien sûr j'ai mes données à l'intérieur. Le cloud que je n'ai pas testé. La page qui est ici vous permet de faire soit un nivellement automatique, soit le test de vibration si vous déplacez votre imprimante et que vous avez besoin de le refaire ou vous modifiez, on va dire, l'environnement de votre imprimante. C'est important de le refaire pour qu'elle compense correctement. Ça, c'est un gros point positif. La compensation de vibration de l'imprimante marche super bien. J'ai quasiment des ghostings quasi inexistants. On arrive à le voir sur des PETG assez brillants, mais ça reste très très soft. Et derrière les paramètres de la caméra, moi je désactive tout parce que ça enregistre toutes les photos et toutes les vidéos des timelapse directement sur la mémoire interne. Pour les copier, il faut insérer la carte, la clé USB, pardon, et les copier manuellement un par un pour les effacer, c'est pareil. C'est vraiment pas pratique. Et pour moi, un petit point négatif, c'est la qualité de la caméra qui nous permet pas de sortir des timelapse. Je trouve correct en image. J'ai été déçu par ça, mais bon, j'ai pas acheté l'imprimante pour ça non plus. Ça permet d'avoir quand même des petits timelapse, mais c'est pas exceptionnel. Donc vous pouvez activer la prise de photo, la prise de vidéo et les dossiers qui sont enregistrés ici. Et la dernière partie, les systèmes de filtration, donc le recyclage interne ou le recyclage externe en passant par la filtration. Et ici, la partie information qui permet d'activer le son de la machine, la détection du filament qui par défaut n'est pas activée. Je me suis fait avoir à rater une impression parce que j'avais pas vu que par défaut le détecteur de filament n'était pas activé et l'extinction automatique de l'imprimante. Ok, pour vous montrer la vitesse de chauffe, je vais mettre en marche le plateau à 65 degrés et la buse à 220 et vous chronométrez pour vous dire la rapidité 220 degrés, ok, chrono parti, pour vous montrer la rapidité à laquelle la buse monte en température et le temps de chauffe du plateau qui, suivant les imprimantes, quand on a des résistances qui sont pas très bien dimensionnées ou des alignés qui sont un peu faiblards, donc on met des résistances pas super fortes, peuvent être un peu longues. Là, on voit déjà qu'au bout de 20 secondes, on a déjà la buse qui est déjà à 130 degrés, le plateau qui est déjà à 30 et qui après va monter en environ une petite quarantaine de secondes. Normalement, en moins d'une minute, on a à peu près les températures qui sont correctes. Là, on est déjà à 200 degrés. Je vais vous mettre les temps. Donc, les temps de chauffe environ 40 secondes pour monter à 220 degrés pour la buse. Je vous mets une petite pause et je vous montre le temps à la fin de la chauffe du plateau. Et voilà, le plateau est à 64 degrés, 65, pouf, il nous faut pile poil 2 minutes 53 de température ambiante pour monter à 65 degrés. L'hystérésie, c'est de à peine 1 degré, les températures sont super stables sur cette imprimante, c'est quelque chose qui est bien, ne pas avoir à passer par des PID, ils sont très bien faits. Voilà, concernant le remplacement ou l'enchaînement de bobines ou de changement de couleur, ça se fait à ce niveau-là. Donc sur la page que je vous ai montrée, il faut tout simplement tirer le PTFE qui n'est pas fixé. Ça, c'est une chose qui m'avait fait peur au début, mais après plus de 500, quasiment 500 heures d'impression, ça n'a pas bougé. On retire ici, on coupe, on vient activer la fonction de chargement. La tête se met en chauffe si elle n'est pas déjà chaude. Et quand le filament ici il part, là on laisse le nouveau dépasser et on l'insère tout simplement dedans. Et une fois qu'il a accroché l'extrudeur, on remet le PTFE et c'est fini. C'est quelque chose que je trouvais bizarre au début. Au final, ça marche super bien. La seule chose, c'est que quand on a le détecteur filament qui est ici, qui détecte une fin de filament, eh ben, on perd, disons, une quarantaine de centimètres qu'on coupe. Voilà un exemple. Donc ça fait même pas 40 cm. Il doit y avoir à peine même pas 30 cm.
C'est du chipotage, mais moi j'aime pas jeter. Mais bon, voilà, ces petits morceaux-là, ils vont me resservir quand j'ai des petits trous à boucher, des choses comme ça. Je refais fondre ce filament. Mais c'est pas bien méchant et ça marche franchement très bien. Sur la partie extrudeur, le gros point négatif, bon, qui n'est pas méchant en soi et qui sera corrigé, j'espère, dans une mise à jour du firmware, on n'a pas de marche arrière manuelle, de commande manuelle de l'extrudeur, à part la partie chargée qui va charger 30-40 cm de filament. Enfin, pas 30-40, disons une dizaine de centimètres, parce qu'on coupe à l'entrée de l'extrudeur. En cas de coincement, ça m'est arrivé une fois en insérant le nouveau filament qui s'est mal mis dans l'extrudeur. Et bah déjà d'une, on n'a pas de bouton stop pour arrêter le chargement. Donc on a l'extrudeur, la roue qui va commencer à gratter et à claquer contre le filament. Donc on peut salir la roue, donc ça peut être cause de démontage. Et surtout, on n'a pas la marche arrière. Alors moi, je me suis fait un petit G-code ici. Ça doit être celui-là, nouveau document. Il faudrait que je le renomme. Oui, c'est celui-là qui en manuel, une fois que l'extrudeur a fini son chargement, qui ne s'est pas chargé parce qu'il s'est coincé, et tout simplement un petit G-code de marche arrière de l'extrudeur qui marche pas super bien, faut que je le corrige parce que derrière je suis obligé d'éteindre et de rallumer l'imprimante, mais ça me permet de sortir mon filament sans avoir à démonter. Donc bon, ça le fabricant clairement c'est un petit oubli dans le firmware, ce sera forcément corrigé un moment ou un autre. Ça peut servir aussi lors d'une maintenance, mais bon, ça m'est arrivé une fois sur 3 km de filament passé, peut-être une 20 ou 30 changements de bobine. Il y a clairement pas de souci et pas d'occurrence qui non plus, faut pas vous faire peur par rapport à ça. Alors, je continue dans les points négatifs que j'ai trouvé la réactivité du firmware quand on est en cours d'impression. Par exemple, on veut éteindre ou allumer la lumière. Je pense qu'en termes de programmation interne, il doit charger des blocs de commandes. Et tant qu'on n'a pas fini le bloc, on ne peut pas faire la nouvelle commande qu'on fait. Par exemple, si je veux éteindre la lumière, imaginons il a chargé 100 lignes de G-code, et ben mon extinction de lumière va s'ajouter en 101e ligne. Et tant qu'on n'a pas fini toutes ces lignes de commande, la lumière ne va pas s'éteindre, et inversement pour la rallumer. C'est pas dérangeant en soi sur la lumière, ça prend 5, 10, 15, 20 secondes le temps qu'il finisse ses lignes de commande et son impression. C'est pas instantané, il y a une latence. Donc pour la lumière, c'est pas dérangeant. Ça m'est arrivé sur un support qui casse et la tête qui vient taper, où l'imprimante continue à se déplacer et à taper des pièces pendant 30 secondes. On veut arrêter, et ben elle nous dit patienter avant l'arrêt. Donc elle finit ses lignes de commande. Donc là, clairement, s'il y a entre guillemets un risque mécanique pour les pièces de l'imprimante, on ne peut pas mettre de pause ou de stop d'urgence qui sera vraiment instantané. Donc ça, j'espère vraiment que ce sera corrigé. C'est rare qu'on en ait besoin, mais quand on en a besoin, bah moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé couper à l'interrupteur derrière. De toute façon, ma pièce était perdue. J'avais fait un petit short dessus. C'est pas méchant. L'occurrence, c'est très très rare parce que le plateau adhère très très bien. Franchement, je sais pas ce qui s'est passé moi ce jour-là, mais bon, sur 3 km d'impression sur quasiment 500 heures, c'est arrivé une fois, c'est peut-être moi qui ai mal réglé mon Z offset, j'ai peut-être mal nettoyé mon plateau, il y a une pièce qui est partie, c'est pas bien méchant, mais c'est un petit truc qui aussi, j'espère, sera corrigé dans le futur. Et le dernier point négatif que je tenais à vous présenter, en tout cas négatif pour moi et je pense négatif pour une bonne partie des imprimeurs qui ont des imprimantes comme moi ici qui sont devant un mur et qui sont face à nous, on ne peut pas forcément passer derrière, c'est le porte-bobine qui se retrouve, hop, ici à l'arrière. On n'a pas d'option pour le déporter d'origine. Alors ici, ça passe, vous voyez, j'ai la place, mais bon, il faut que je passe la bobine ici. Donc déjà, ici, il ne me faut pas un espacement énorme, donc il faut que je passe mes mains derrière, et le chargement se fait ici, se fait très bien. Sur le groupe de Flashforge, j'ai imprimé ce petit porte-bobine qui marche bien sur les bobines plastiques pour l'avoir sur le côté, mais dont la partie supérieure mériterait à être beaucoup plus grosse, parce que sur les bobines carton, où il y a un plus gros frottement entre le carton et le porte-bobine, ça a tendance à me le tirer, alors je vais vous montrer, hop, là, comme ça, à me le tirer comme ça, et tout simplement, bah, la bobine, au bout d'un moment, lui, vu qu'il a très peu d'espacement ici, il bascule très facilement, et donc, bah, ça finit par terre. Donc, j'étais à côté quand ça s'est passé, c'est pas bien grave, c'est que de la modélisation. Je pense que je vais contacter tout simplement la personne qui a modélisé ce petit porte-bobine que je trouve esthétiquement plutôt sympa. Pensez à poncer
cette partie-là pour pas avoir les couches et qu'il y ait le moins de frottement possible. Alors ça, c'est de la vie personnelle, hein. Moi, je veux les bobines sur le côté. Sur la Kiddy, c'est pareil, mais il y a le petit sécheur de filament qui me permet de déporter le porte-bobine qui est à l'arrière parce qu'il peut se poser ici. Donc voilà, et la même chose ici, là, qui pourrait permettre de nous faire un petit panier de rangement pour ranger quelques petites pièces qu'on sert régulièrement à proximité de l'imprimante, serait un petit plus en modélisation. C'est pas directement lié à l'imprimante, mais pour moi, c'est un petit plus qui sera notable. Dans tous les cas, c'était mon dernier point négatif, hein, c'est le port-bobine sur l'arrière. C'est pas méchant, soit c'est très facilement corrigeable, soit par l'impression de ce type de port-bobine, ou tout simplement les supports sur roulement qu'on pose avec les petits rouleaux, où on pose la bobine dessus. Moi, je suis moins fan parce que déjà, je ne veux pas de choses sur mon plan de travail, je veux garder de la place pour poser deux, trois impressions, deux, trois petits outils. Donc accroché sur l'imprimante, mais ce serait un STL vraiment fait par Flashforge qui vient se fixer sur des fixations existantes de l'imprimante, ce serait que mieux. Alors, on va passer maintenant aux points positifs, parce que clairement, il y en a et ils sont clairement pas négligeables, hein. J'ai bien été conquis par cette imprimante. Alors déjà, la rapidité de mise en service, je vous ai fait une vidéo d'installation où j'ai bien pris mon temps pour bien vous montrer les étapes pour ceux qui ont besoin d'avoir un visuel. Mais clairement, c'est très rapide à mettre en service. Et à part un petit réglage de débit qui va permettre de s'adapter au filament, la machine sort des impressions quasiment en sortie carton qui sont absolument parfaites. Euh, Qualité d'impression, gros point numéro 1 avec la mise en service. Franchement, c'est top. Donc, des réglages qui peuvent être affinés en fonction de vos habitudes, comme je le dis à chaque fois, suivant le filament que vous utilisez, la matière que vous utilisez, sa qualité, bien évidemment, la pièce que vous allez imprimer, si c'est une figurine, si, si c'est une pièce mécanique, en fonction de tous ces paramètres-là, bah, vous allez adapter forcément vos paramètres. Donc, le profil par défaut sera à corriger sur quelques petits trucs, ça vient avec l'expérience. Mais déjà, les profils par défaut permettent pour un débutant de sortir des impressions qui vont clairement vous rendre addictif à l'impression 3D. Un point supplémentaire dans les points positifs, moi clairement j'ai trouvé la finition et les matériaux utilisés pour l'imprimante. Bon, les capots sont un tout petit peu souples. Enfin, les capots, ce que j'appelle les capots, ce sont les portes. Mais ils fonctionnent très bien. J'aurais dit peut-être un petit point négatif à faire attention aux charnières qui sont pas prises sur énormément de matière. Je pense que si on vient à cogner fort, c'est une pièce qui peut éventuellement casser, mais ça reste qu'un petit bout de plastique, hein, c'est pas bien méchant, et ça coûtera pas bien cher si vraiment un jour il y en a un qui en casse une. Mais c'est un gros plus. On peut imprimer du PLA tout fermé. C'est une chose qui nous permet, là on a un petit joint sur le dessus, qui nous permet que quand les capots sont fermés, à clairement baisser l'intensité sonore de la machine. Alors quand tous les ventilos sont à fond, ça vrombit, hein. On a un ventilo à l'intérieur qui doit être un 100 par 100. Ça tabasse, hein, ça souffle fort, donc clairement ça va quand même faire plus de bruit qu'une imprimante qui souffle un tout petit peu, mais c'est les contreparties des hautes vitesses, il faut refroidir beaucoup plus le filament pour pouvoir imprimer vite. C'est normal, c'est basique, si on veut moins de bruit, eh ben on ralentira un tout petit peu nos impressions, ça prendra un tout petit peu plus de temps, mais par exemple la ventilation additionnelle, au lieu de la mettre à 100%, on la met à 40, à 30, à 20, ou on la coupe totalement, et on aura beaucoup moins de bruit. Ok, encore un bon point positif, c'est l'input shaping, la compensation de la vibration. Alors, je vous l'ai montré tout à l'heure dans les paramètres de l'écran où aller chercher le test vibratoire de l'imprimante qui est à faire au lieu définitif de l'imprimante. Si vous la déplacez, il faut le relancer parce que la vibration de la structure sur laquelle est posée l'imprimante peut avoir un impact sur les données que l'imprimante enregistre. Alors, l'imprimante vient faire vibrer la tête sur différents axes à différentes fréquences pour compenser sur les déplacements ces résonances pour ne pas que ça se voit à l'impression, les effets qu'on appelle les effets ghosting. Ça marche super bien, la qualité d'impression par rapport à ça, c'est vraiment un gros point positif, surtout pour un débutant ou un mec qui veut sortir des pièces super propres, où on a ces effets-là qui sont compliqués à effacer quand on n'a pas ces tests vibratoires grâce à un accéléromètre sur des imprimantes plus bas de gamme ou tout simplement plus anciennes parce que ça n'existait pas avant.
Euh, c'est franchement un gros point positif sur cette imprimante qui, bien sûr, impacte la qualité d'impression. Dernier gros point positif, un des premiers critères de choix et que je ne me suis pas encore servi parce que je suis parti dans mon impression de Concorde qui m'a pris 11 jours d'impression non-stop sur un peu plus de 7 kilos pour vraiment tester en fond en comble cette machine, c'est le remplacement de la buse sans outils. Je vous ai montré ça dans ma vidéo de mise en service. On a on a le capot à enlever qui est fixé sur des ergots et magnétiques, donc sans outils. On dépose le fan duct, qui est la façade de la hautaine et de l'extrudeur. Et derrière, on a les deux petits boutons rouges, on appuie dessus, on tire sur la buse, elle est enlevée, on insère la nouvelle et c'est fini. Ça nous permet de passer sur différents diamètres de buse en 10-15 secondes. C'est un point positif qui est franchement énorme pour passer des 0,2, des 0,4, des 0,6, des 0,8 pour les personnes qui cherchent autant de la précision que de la rapidité. Je n'ai pas encore eu l'utilité de la tester parce que j'ai énormément imprimé de PETG donc pour le Concorde et le PETG avec la buse de 0,4, j'ai voulu me brider en débit volumique, donc je n'avais pas d'intérêt réel à tenter la buse de 0,6. Je le ferai ultérieurement sûrement sur du PLA pour des pièces plus imposantes qui prennent des gros volumes pour gagner en temps d'impression. Et voilà les amis, donc mon avis après un mois et demi d'impression quasiment non-stop sur cette machine, je vous l'ai donné, j'espère qu'il vous plaît, malgré les quelques points négatifs que j'ai donnés, parce que il faut montrer clairement aux fabricants et à ceux qui vont l'acheter vraiment une transparence totale sur les défauts que je pourrais y trouver. Ce sont clairement pas des défauts qui sont bloquants à l'utilisation tous les jours, et surtout des défauts qui sont corrigeables autant par le fabricant sur des mises à jour du firmware que par des petites corrections maison, comme l'impression d'un support de bobine déporté sur le côté pour ceux qui ne le veulent pas à l'arrière, comme je pense qu'il est le cas des au moins 3/4 des personnes. Mais je reste vraiment très très conquis, c'est un gros coup de cœur. J'ai pas testé de Bambu Lab, donc je ne peux pas la comparer à sa concurrente qui est quand même 150 € plus cher, la P1P si je ne dis pas de bêtises de tête, même P1S carénée, pardon, la P1P elle est ouverte, celle-là on a la carénée, on a la petite sœur, l'Adventureur 5e qui est ouverte, qui elle est à 400 €, donc c'est pareil, celui qui n'a pas le besoin d'une imprimante qui est dans un caisson, à 400 €, on sort une imprimante qui est franchement ultra top pour débuter. Le volume d'impression, 220 par 220, il y en a qui vont dire « Oh, c'est petit ». J'ai imprimé un Concorde de 2,20 m de long avec qui pèse 7 kg. La taille, ce qui bloque, c'est vous. Si vous voulez découper des pièces avec Luban ou directement sur Prusa Slicer avec les petits tutos que je vous ai fait qui vous permettent de découper des petites pièces. Alors celui qui veut une pièce monobloc, oui, l'impression de 220 par 220 par 220 peut être bloquante pour des grosses pièces, par exemple ceux qui se fabriquent des casques et qui ne veulent pas de post-traitement, qui les veulent bruts, qui ne veulent pas passer par une petite phase de ponçage, de mastic et de peinture pour rendre des pièces parfaites. Oui, celui-là, le 220 par 220 peut bloquer, mais ça reste quand même très loin d'être la majorité des personnes. Donc un volume d'impression ultra standard qui convient à franchement 90% des utilisateurs. Une vitesse d'impression, quand on passe d'imprimantes ancienne génération à ça, c'est hypnotique, on y regarde, ça va super vite, c'est beau, c'est propre et c'est vraiment très très satisfaisant. Donc voilà, la review est terminée, je vous ai vraiment donné mon avis ultra transparent. Je vais pas dire elle est parfaite, il y a toujours des corrections à porter, mais elle est vraiment super bien. Pour ceux qui la veulent, n'hésitez pas, allez-y les yeux fermés, c'est une superbe imprimante. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à vous.